Merci Leïma. À mon tour aussi de remercier le Thorax pour cette très belle rencontre annuelle, de remercier aussi l'association marocaine de radiologie et l'association Respire à sa tête, le professeur Saïd. Donc j'ai le plaisir d'introduire Samia Boussoua, qui est radiologue à la Pitié-Salpêtrière, pour nous présenter les histiocytoses X, Y, Z. À vous la parole. Et je vous remercie de respecter le temps. Vous avez 20 minutes de discussion, 20 minutes de présentation et 10 minutes de discussion. Merci beaucoup. Voilà. C'est pour le... C'est bon? Ça suffit? C'est pour caméra. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation et merci à tous pour cette formidable organisation et de faire l'honneur d'être présente ici. Donc, je vais vous présenter les histiocytoses. Donc rapidement, juste, est-ce que ce sont des maladies auto-immunes? Est-ce qu'il y a un lien entre hémopathie et histiocytose? C'est pour vous faire réfléchir un petit peu avant la présentation. Est-ce qu'elles ont classé en 5 groupes, plus ou moins? Et est-ce que l'histiocytose langerhansienne et la maladie d'Erdheim-Chester sont dans le même groupe? On va tenter de répondre à ces questions et essayer de trouver la réponse. Donc les histiocytoses, ce sont des maladies rares, hétérogènes et qui vont toucher les adultes et les enfants. Il existe plus de 100 types d'histiocytoses différentes. On ne va pas tous les voir, mais on va avoir 2 principales qui ont vraiment un rôle important et le rôle du radiologue est important dans la démarche diagnostique pour orienter le clinicien et le correspondant pour la prise en charge. Donc il y a une révision des histiocytoses qui est basée sur l'histologie, sur des phénotypes cliniques, sur des phénotypes d'imagerie, c'est assez complexe. Et ce qui est important comme message, c'est que c'est une maladie qui appartient plutôt au spectre des hémopathies qu'au spectre des maladies respiratoires. Elle fait partie de la filière MARI, les maladies hémopathiques, auto-immunes, et non pas la maladie respiphile, des maladies pneumologiques respiratoires. Donc c'est important de voir le lien entre hémopathie et histiocytose. Donc vous avez ici la classification des histiocytoses à travers 5 groupes. Donc vous allez voir, l'histiocytose langerhansienne et la maladie d'Erdheim-Chester sont dans le même groupe et ce sont les principales histiocytoses que l'on va aborder qui ont un rôle important à diagnostiquer pour l'imageur. Voilà. Donc la réponse fausse, les histiocytoses ne sont pas des maladies auto-immunes. Donc on va aborder les histiocytoses langerhansiennes. Quelle est la réponse vraie cette fois-ci? Est-ce que l'histiocytose langerhansienne touche rarement les enfants? Est-ce qu'elle est toujours liée au tabac? Est-ce que la maladie d'Erdheim-Chester est liée au tabac? Est-ce qu'il existe des formes mixtes entre l'histiocytose et l'Erdheim-Chester? Ah. Donc les histiocytoses langerhansiennes touchent plus les enfants que les adultes, donc elle n'est pas toujours liée au tabac. Les enfants ne fument pas en cachette. Et donc, surtout, c'est des étiologies indéterminées. On ne connaît pas bien la cause, mais on a aujourd'hui plein d'indicateurs qui nous permettent de montrer qu'on a des anomalies mutationnelles et des atteintes assez spécifiques qu'on va voir un petit peu après. Et donc, ce sont des hémopathies myéloïdes non malignes avec une composante inflammatoire. Donc, on est vraiment dans la lignée de l'hémopathie, avec le spectre derrière aussi, vous pouvez penser avec un spectre en imagerie qui peut faire penser aussi à une hémopathie. Ce sont des maladies rares, mais qui vont toucher beaucoup plus fréquemment les enfants. Vous voyez, 4 à 5 cas par million chez les enfants de moins de 15 ans, et beaucoup moins fréquemment chez les adultes, avec des cellules spécifiques de la maladie. Plusieurs formes, il y a les formes monotissulaires qui vont toucher essentiellement le poumon, et c'est pour ça qu'on en parle ici à ce congrès avec l'application pneumologique, mais on peut aussi avoir des formes diffuses avec une atteinte osseuse et une atteinte hépatique. Il faut penser aussi à la perturbation du bilan hépatique, ça peut aller et amener jusqu'à la cirrhose hépatique pour ces patients qui ont une atteinte histiocytaire langerhansienne. Donc on va différencier comme ça les formes monotissulaires des formes systémiques, avec aussi une atteinte neurologique possible du diabète, panico-pituitarisme aussi. Donc elles sont classées dans les pnéumopathies interstitielles diffuses kystiques. La prévalence est potentiellement sous-estimée puisqu'on ne fait pas des scanners à tous les patients. Donc on dit que c'est à peu près 3 à 5%, avec un pic de fréquence qui est en rapport avec probablement la prévalence du tabagisme. On dit que c'est plutôt les hommes parce que c'était plutôt les hommes qui fumaient plus, mais c'est en train de changer aussi. Et la pathogénie est extrêmement intéressante. Ce sont des mutations de l'oncogène BRAF avec des activations constantes dans la voie des MAP kinases. Et c'est ça qui va être recherché
en biologie moléculaire, à la fois en prélèvement sanguin, en prélèvement moléculaire sur du tissu pulmonaire ou sur du tissu périrénal, on va le voir, et qui permettront surtout d'avoir un traitement ciblé. Donc c'est vraiment intéressant de voir qu'on a des anomalies importantes et potentiellement mutationnelles. Donc des signes cliniques, ça peut être asymptomatique de découverte fortuite, il peut y avoir des signes un peu plus généraux, et des symptômes respiratoires pas très spécifiques, dyspnée, toux, douleur thoracique, et des pneumothorax spontanés, comme ça vous avez très bien dit par Catherine Begelman, lorsqu'il va y avoir une rupture d'un kyste sous-pleural. C'est donc de l'imagerie, la radiographie thoracique qui peut montrer un syndrome réticulo-micronodulaire, globalement symétrique, avec une prédominance dans les territoires supérieurs. Et l'examen clé, c'est le scanner qui va nous mettre en évidence la présence de nodules qui sont au début des nodules pleins, qui vont à ce moment-là être des nodules qui vont avoir une paroi épaisse, donc des nodules cavitaires, et puis ces nodules pleins puis cavitaires et des nodules excavés vont avoir une paroi plus fine, et on parlera après de kystes, voire de kystes à paroi bizarre, à forme bizarre, lorsqu'on arrive à distance de la maladie. Une prédominance dans les territoires supérieurs et moyennes, puisqu'on dit qu'il y a probablement un lien avec le tabagisme pour les sociétés d'Enguerrand-Chêne chez les adultes, donc peut-être une prédominance supérieure qui peut être expliquée par ce fait, et la présence, quand on a une atteinte bronchocentrée, donc de micronodules bronchiolaires, de vers dépoli, et il faut penser aussi aux atteintes de bronchite du fumeur qui peuvent être associées. L'atteinte osseuse, elle est intéressante parce que le diagnostic peut être difficile, et lorsque c'est intéressant de chercher une atteinte osseuse quand vous avez un scanner thoracique, notamment la lise costale, qui peut nous orienter vers le diagnostic et justement pas penser au diagnostic différentiel des nodules excavés, aux métastases notamment, comme a été évoqué précédemment, et donc ça nous permet de l'évoquer de manière plus robuste. Vous avez ici une femme de 37 ans qui a une forme nodulaire. Vous voyez ici une image avec un kyste à paroi épaisse, ou plutôt un nodule excavé, un nodule troué, qui prédomine dans les territoires supérieurs. Vous en avez plusieurs. Globalement, un respect des espaces sous-pleuraux, qui est globalement, on dit en général, toujours respecté, mais la médecine n'étant pas une science exacte, de temps en temps, quand il y a des atteintes très diffuses, il peut y avoir une atteinte des parties inférieures. Vous avez d'autres formes ici, vous voyez, avec des nodules excavés, diffus, globalement une prédominance supérieure et moyenne, et un respect des territoires inférieurs. Une femme de 46 ans avec une atteinte, vous voyez, on a quelques nodules excavés, donc on est toujours content de trouver ces petits nodules excavés parce que ça nous permet de diminuer nos gaps diagnostiques, mais avec une atteinte beaucoup plus nodulaire, un poumon un peu sale, avec l'aspect plein de petits nodules, et surtout des nodules excavés qui prédominent dans les territoires supérieurs chez cette femme de 46 ans. Ici, c'est un peu plus difficile, on a des petites opacités, vous voyez plein de petites opacités, mais on est content de trouver ces petits nodules excavés qui nous permet de pouvoir évoquer plus facilement le diagnostic d'histiocytose enguerrandienne. Ce sont tous des histiocytoses documentées du centre de référence des histiocytoses. Et donc là, vous avez aussi des atteintes nodulaires avec des aspects, faut pas oublier ces petites opacités qu'on peut trouver aussi dans les territoires supérieurs. Donc chercher des nodules excavés en plus de ces opacités qui vont vraiment nous orienter. Une forme plus complexe, vous voyez, d'un aspect de poumon un peu de surcroît de densité pulmonaire avec du vers dépoli, des opacités, et là on ne retrouve plus les nodules excavés, globalement un respect aussi des territoires inférieurs. Là, vous avez une forme kystique, on va dire la plus classique, celle qu'on évoque plus facilement. Et on a des images donc aériques, sans paroi, ou avec une paroi extrêmement fine, et avec une forme globalement bizarre. Vous voyez, ça ne ressemble pas du tout à l'aspect des kystes qui vous étaient présentés par Catherine Begelman. Ça ne ressemble pas à des kystes bien ronds à lymphangiolénomatose. Et vous avez ici cette atteinte prédominante aussi dans les territoires supérieurs, avec l'intérêt du travail en mini-MIP, donc sur des reconstructions entre 5 et 8 mm au moins, pour pouvoir mettre en évidence ces images aériques. Une forme, on dit pseudo-emphysémateuse, kystique, qui est difficile, souvent même de faire la distinction quand on arrive sur une phase tardive entre l'emphysème et la forme kystique pseudo-emphysémateuse chez cet homme de 36 ans. Et vous avez ici des formes beaucoup plus évoluées, avec, vous voyez, ces formes pseudo-emphysémateuses avec des kystes bizarres, comme on retrouve ici dans les territoires supérieurs. Donc plein de d'iconographie pour vraiment vous mettre en tête ces images
et cette temporalité du développement de l'histiocytose, avec ici ces images aériques, toujours cette prédominance dans les territoires supérieurs. Voilà, et aussi une destruction, vous voyez, une destruction pseudo-emphysémateuse, avec des kystes à forme bizarre dans les territoires supérieurs aussi, essentiellement. Ici, vous avez la rupture d'un kyste qui a entraîné un pneumothorax, qui a révélé la maladie chez cet homme de 36 ans. Et puis, ici, vous avez cette patiente, ce même patient donc, qui avait été traité pour son pneumothorax gauche et qui ensuite a développé un pneumothorax droit, puisqu'il a une maladie kystique sous-jacente qui favorise les pneumothorax. J'aime beaucoup cet exemple de cette femme de 30 ans qui avait donc qui a une histiocytose langerhans avec ses nodules excavés des territoires supérieurs, et cette image, vous voyez, de lise costale, vous voyez cette petite empreinte costale ici. Et ce qui est intéressant, c'est que l'évolution montre qu'on a ici, après le sevrage tabagique, la reconstruction de la lise osseuse, et donc c'est normal de ne plus retrouver cette lise osseuse. En tout cas, il y a une reconstruction chez cette patiente quand on arrive 5 ans plus tard, vous voyez, après sevrage tabagique. On n'a absolument aucun stigmate de cette lise costale, et l'atteinte pulmonaire, globalement, a bien diminué. Les examens complémentaires, vous voyez, c'est clairement au deuxième plan, puisqu'on peut avoir une atteinte aux EFR. Le lavage n'est pas toujours, on fait toujours un lavage pour faire la différence avec les autres pathologies interstitielles kystiques, notamment les pathologies lymphocytaires, la lymphangiomatose ou la LIP. On va chercher un atteinte plutôt macrophagique au niveau du lavage, en lien avec le tabagisme, mais ça ne va pas forcément nous faire le diagnostic de manière formelle. Et les autres examens complémentaires, ils vont être en fonction de la clinique. Il y a un bilan hépatique systématique, je dis à la recherche d'une forme rare, mais qui peut être grave de cirrhose, et puis des atteintes avec hormonales, donc à la recherche du diabète. Et tous les examens vont être en fonction de la clinique. Voilà. L'évolution séquentielle, donc on l'a vu sur les différentes iconographies, c'est souvent des nodules pleins qui devient un nodule cavitaire, c'est-à-dire avec une paroi qui est plus épaisse que la partie aérique, qui devient ensuite kyste à paroi épaisse, c'est-à-dire une partie aérique qui est plus importante que la partie tissulaire, et ensuite kyste à paroi fine, qui peuvent devenir à ce moment-là à forme bizarre et une évolution qui peut être pseudo-emphysémateuse. Et la séquence est celle-ci. Souvent, ces nodules et cette partie tissulaire, cavitaire ou à paroi épaisse a tendance à régresser pour ne laisser en place que ces images aériques qui peuvent régresser, mais aussi persister ou augmenter en taille. Et donc, l'évolution, elle est possible par poussée. Donc, il est possible d'avoir à la fois ces images kystiques, aériques, pseudo-emphysémateuses, à qui sa forme bizarre, associant aussi ces images nodulaires cavitaires qui témoignent de plusieurs poussées. Mais il est aussi possible aujourd'hui d'avoir une régression qui peut être spontanée, complète, essentiellement avec un sevrage tabagique aussi. Et l'aggravation, elle va se faire ou par des pneumothorax, il peut y avoir des insuffisances respiratoires chroniques qui peuvent être à l'origine d'hypertension pulmonaire, c'est rare, ça a été un peu surcoté par des centres experts par un biais d'échantillonnage, un biais de recrutement, mais voilà, donc de rares cas d'hypertension pulmonaire est possible, et surtout le risque aussi c'est la dégradation de la fonction respiratoire lorsqu'il va y avoir une atteinte diffuse. Les facteurs de mauvais pronostic qui sont assez intuitifs, hein, c'est lorsqu'on va avoir une atteinte et une diffusion associée, un tabagisme persistant, une diminution du VMS et un piégeage important. La prise en charge thérapeutique, elle va passer essentiellement par le sevrage tabagique, hein, la discussion des corticoïdes inhalés et des bêta-2 sympathomimétiques, la vaccination pour protéger des infections pulmonaires possibles, et l'orientation, si possible, dans un centre de référence avec la discussion de réhabilitation respiratoire. Et des discussions autour de certains PHRC, la cladribine, la thérapie ciblée. Donc toujours garder en tête qu'au-delà juste de la histiocytose langerhansienne, il y a derrière des anomalies moléculaires qui sont importantes à avoir, à rechercher pour avoir place à une thérapie ciblée. Et l'idée aussi, c'est que ces patients-là ont un risque plus important de développer des tumeurs hématologiques ou solides. Et donc, on va parler de la deuxième histiocytose qui fait partie du groupe des histiocytoses du groupe L, qui est important, c'est la maladie de Berdheim-Schuster. C'est une maladie encore plus rare que l'histiocytose langerhansienne, mais elle est importante parce que, pour le coup, de manière assez narcissique, c'est intéressant, le radiologue, de pouvoir faire le diagnostic assez facilement, on va dire, sur l'imagerie.
en tout cas de l'évoquer. Donc c'est une histiocytose du groupe L, qui est une histiocytose non languérentielle, et elle va toucher plutôt les personnes, plutôt les hommes de 50 à 60 ans. Aucun lien rapporté ou trouvé avec le tabagisme, mais souvent il y a un retard diagnostique important. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une maladie qui, clairement, en l'absence de traitement, peut être grave, avec un taux de survie à 5 ans, vous voyez, qui est au taux de 22%, donc avec un pronostic qui peut être quand même assez effroyable. Et les critères diagnostiques, et notamment la place du radiologue, elle est là. Elle est sur la mise en évidence, en tout cas, de cet épaississement périrénal, vous voyez, souvent bilatéral, assez symétrique, qu'on appelle les reins chevelus. C'est-à-dire, en fait, c'est des infiltrations histiocytaires autour de ces reins. C'est ça qui est biopsié, d'ailleurs, pour rechercher et pour faire le diagnostic de la maladie. Et donc, cette attente périrénale est assez évocatrice. Vous voyez, il peut y avoir aussi, en plus, des attentes vasculaires, on va les voir, mais l'attente périrénale doit nous faire vraiment évoquer le diagnostic. Il faut regarder, quand vous regardez le poumon, regardez les reins. On l'a vu dans les maladies kystiques, il y a plein d'intrications, mais notamment, il faut penser aussi pour l'Ardheim-Chester. Pour le diagnostic, il nous faudra absolument une preuve par une biopsie, il nous faut une histologie, avec notamment, on va rechercher un statut qu'on appelle le statut BRAF, qui va permettre de discuter la thérapie ciblée. Et les atteintes, elles peuvent être des atteintes générales, des atteintes du système nerveux central, donc c'est des patients qui ont une batterie d'examens, ils ont souvent une IRM cérébrale, un PET scan, un scanner TAP, une pan-aorte, de manière régulière, mais le pronostic le vaut bien, parce que c'est un pronostic qui peut être dramatique, donc il faut pouvoir documenter au mieux l'atteinte et cartographier les anomalies pour pouvoir cibler le traitement. Vous voyez, vous avez des atteintes du système nerveux central, des atteintes rétropéritonéales, on peut avoir donc cette atteinte périrénale, mais aussi des aortites qui peuvent être associées, donc regardez l'aorte, avec cet épaississement circonférentiel de l'aorte abdominale sous-rénale. Il peut y avoir des atteintes des oignons de manière assez classique. Lorsque vous avez un scanner, on va regarder de manière proximale les ostéocondensations fémorales, humérales, qui sont associées à la maladie d'Ardheim-Chester. L'atteinte thoracique, elle peut être jusqu'à 50% des séries, et c'est en général une pathologie plutôt interstitielle diffuse, rare mais possible, et sinon on a assuré des atteintes pleurales et médiastinales. Je vais vous les montrer. Les atteintes interstitielles, ce sont des lignes septales, c'est une infiltration histiocytaire qui vont aller cheminer le long des lobules pulmonaires, et donc on va avoir un épaississement linéaire, un épaississement, vous voyez, ces polygones qui sont très bien visibles, qui sont surlignés par cette infiltration histiocytaire, et donc on est dans le cadre pas du tout des maladies interstitielles comme vous voyez, comme l'histiocytose languérentielle de type kystique ou nodulaire, mais dans le gamme des infiltrations septales, lisses, non nodulaires, avec cet épaississement marqué. Et cet épaississement pleural qui est vraiment très intéressant, qu'il faut bien regarder, notamment au niveau de la scissure, parce qu'il peut même y avoir avec une aortite, vraiment une atteinte médiastinale postérieure qui fait souvent aussi discuter le diagnostic d'hémopathie. Donc, bien regarder sur ces images l'atteinte pleurale qui peut être associée, et vous voyez ici cette atteinte périrénale, ce fameux rein chevelu qui nous rassure, qui nous satisfait pour évoquer le diagnostic et cibler des prélèvements. Une femme de 74 ans qui a une maladie d'Ardheim-Chester qui a été confirmée avec une graisse périrénale, parce que c'est vraiment la cible la plus simple. À les biopsier l'os ou à les biopsier des ganglions peuvent être plus compliqués lorsqu'ils sont profonds. Le périrénal est plus simple à biopsier. Et vous avez ici une atteinte, vous voyez, pleurale, une petite atteinte aortique. Cette atteinte pleurale qu'on retrouve aussi beaucoup plus marquée ici, avec en plus cette fixation au PET scanner. Et cette atteinte aussi pleurale, une atteinte aortique qui peut être associée, vous voyez, on la retrouve que ce soit en IRM, au scanner. Et cette atteinte aortique marquée, vous voyez, on ne sait même plus différencier l'aorte de l'espace médiastinal postérieur de l'épaississement pleural. Donc on a vraiment une atteinte très marquée. L'atteinte médiastinale, vous voyez, ça peut être des ganglions, mais c'est surtout ce qu'on va regarder, c'est souvent lié à un statut moléculaire particulier que le statut BRAF. Cette atteinte des sillons atrioventriculaires autour des artères coronaires, en tout cas autour de l'artère coronaire droite, notamment ici, donc vous avez le ventricule droit, l'atrium, et vous avez cet épaississement, cette infiltration histiocytaire tout autour des oreillettes, et qui peut être même à l'origine de véritables infarctus par compression extrinsèque, comme vous voyez sur cette image curvilinéaire des artères coronaires.
Et en IRM, c'est assez élégant puisque ces histiocytes sont un hyposignal T2 et vous retrouvez ici cette masse histiocytaire autour du sillon atrioventriculaire et qu'on retrouve aussi autour, l'engaînement autour des oreillettes. L'évolution, elle est variable, hein, elle peut être mortelle, c'est vraiment le statut BRAF, d'où l'intérêt de la biologie qui va définir l'atteinte et la gravité, puisque la gravité, elle va être essentiellement cardiaque, elle va être aussi sur l'atteinte pulmonaire et potentiellement cérébrale. Et donc, la prise en charge thérapeutique, ça peut être l'interféron, la cladribine, et thérapie ciblée surtout au premier plan. Vraiment, c'est ce qui va vraiment se discuter avec les inhibiteurs de BRAF, les inhibiteurs des MEG. Enfin, vraiment, c'est des effets qui sont spectaculaires. Il peut y avoir des rechutes après arrêt de traitement. Et il y a eu un cas de transplantation pulmonaire, mais il y a vraiment l'idée, c'est d'essayer de les proposer au plus pour avoir une histologie, pour pouvoir qu'ils puissent avoir accès à ces traitements. Vous voyez, l'histiocytose langerhansienne et l'Erdheim-Chester, les deux font partie du groupe L, mais ils ont une présentation qui est complètement différente. L'histiocytose langerhansienne, plutôt l'enfant, l'adulte jeune, avec une atteinte pulmonaire qui peut être souvent symptomatique, une toux, des nodules pleins, excavés, des kystes. L'histiocytose de type Erdheim-Chester, c'est plutôt les patients, les hommes d'une cinquantaine d'années, la 5e décennie, souvent asymptomatique, et l'atteinte, elle va être essentiellement sur des septa, avec une atteinte cardiaque du système nerveux central, et surtout le pronostic qui peut être assez effroyable. Il existe des formes mixtes, et qui sont très intéressantes, où vous avez à la fois ici ces images qui sont très évocatrices d'histiocytose langerhansienne, hein. C'est vraiment des images aériques, kystiques, des kystes à forme bizarre, avec ici une trop bonne visibilité, même la ligne de jonction en témoigne probablement d'une distension, une aortite et un épaississement périrénal. Et ce sont des formes mixtes qui vont associer Erdheim-Chester et histiocytose langerhansienne, et avec des mutations qui peuvent être particulières. Souvent, c'est la maladie d'Erdheim-Chester qui peut précéder, mais vous voyez, pas forcément, hein, parce que c'est pas des atteintes qui peuvent être synchrones aussi. La maladie un mot sur la maladie de Rose-Dorfman, juste pour la culture générale, c'est une autre forme d'histiocytose, mais clairement, nous, le radiologue, a très peu sa place. Hein. Ça va donner essentiellement des adénomégalies thoraciques, ORL, et c'est un diagnostic qui se fait donc de manière histologique. Voilà, donc ça c'est les différentes formes, mais il n'y a pas d'atteinte particulière. On peut aussi avoir des formes mixtes, c'était juste pour vous montrer ici une autre type de forme mixte entre une histiocytose langerhansienne avec un nodule excavé, ces images kystiques, et ici des ganglions. Les ganglions ont été biopsiés et sont en rapport avec une maladie de Rose-Dorfman, cette histiocytose avec une empreinte moléculaire un peu particulière, un peu remise en question sur l'empéripolise, c'est assez particulier, et avec une vraie histiocytose langerhansienne. Donc il existe des formes mixtes, donc l'intérêt c'est toujours d'avoir des centres experts pour essayer de cibler les traitements, parce qu'on a vraiment une atteinte mutationnelle phénotypique et qui est vraiment très particulière. Donc pour conclure, l'imagerie, elle peut être la clé du diagnostic. L'histiocytose langerhansienne, c'est un diagnostic qui peut être facilement évoqué en imagerie sur les nodules pleins, nodules cavitaires, nodules excavés, kystes à parois épaisses, kystes à parois fines, et puis après ces images bizarres. Quand on arrive sur une forme tardive, c'est compliqué de faire la différence entre une forme pseudo-emphysémateuse et une forme kystique quand on arrive un peu après la bataille. Donc essayez de regarder s'il y a d'autres atteintes, des lises par exemple. L'histiocytose langerhansienne, donc c'est globalement un diagnostic en plus qui est difficile à affirmer de manière formelle par la biologie, par les examens complémentaires. On va éliminer les autres diagnostics avec éventuellement lavage et autres, mais on ne va pas forcément toujours l'affirmer. C'est le sevrage tabagique qui sera au premier plan. L'Erdheim-Chester, par contre, il nous faudra toujours une preuve histologique. C'est un pronostic qui peut être effroyable, donc important. Il existe des traitements ciblés qui ont une efficacité assez spectaculaire, donc il faut que ces patients puissent en bénéficier. Et au niveau thoracique, c'est surtout sur l'épaississement septal et les reins chevelus qu'il faut l'évoquer. Et surtout, garder en tête que c'est vraiment dans le spectre des altérations moléculaires et le spectre des hémopathies, c'est extrêmement riche, puisque ça ouvre la porte peut-être à des caractérisations de clusters entre l'imagerie, les phénotypes, les mutations. Donc il y a encore plein de choses à voir. Et puis le Rose-Dorfman, c'est juste pour la culture, pour vous dire que voilà, ça existe. Je veux remercier tous les collègues des centres de référence des histiocytoses, à la fois langerhansienne avec
professeur Tadi et docteur Benassia, et à la fois non langue guérantienne avec le professeur Amoura, Cohen et Amoura, et à Roche, et l'ensemble de mon équipe. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup, Dr. Samuel Oussoua, pour cette excellente présentation. On attend de prendre 2 ou 3 petites questions avant de passer à la pause. La parole est à Merci pour cette belle présentation. La question, c'est on a des malades qui ont progressé sur psychologie et après avec le tabac, on a une très nette amélioration. Et c'est un signe de diagnostic parce que nous, on ne fait pas de lavage, on ne cherche pas les anticorps au niveau des choses. Et le fait que le malade s'améliore et radiologiquement on a une nette amélioration, c'est un signe en faveur du diagnostic qu'on a. Exactement, je suis tout à fait d'accord que la meilleure preuve pour les situations guérantiennes, c'est le sevrage tabagique qui permet d'améliorer. Après, certains peuvent persister, mais c'est très peu, et en effet, c'est un signe qui est très important et motivé au sevrage tabagique. Justement, Samir, quel est réellement le rôle de ce tabac quand il s'agit de maladies avec des mutations génétiques? Probablement en tant que trigger, en fait. C'est probablement comme pour certaines maladies comme auto-immunes où il y a un trigger infectieux qui peut être à l'origine, comme pour le Covid qui a activé certaines atteintes auto-immunes. Probablement que le tabac agit en tant que trigger sur cette altération de la voie des MAP kinases. D'où le rôle de l'environnement, qui n'a peut-être pas que le tabac. Dr. Zoé. Merci. Peut-être en dehors du diagnostic apporté par le lavage, est-ce que l'aspect histologique est suffisant sans avoir un recours à la biopsie chirurgicale? Pour l'histocystose langue guérantienne, la biopsie chirurgicale elle n'est jamais faite et elle n'a pas sa place. En effet, normalement il y a une résolution, c'est un bon pronostic. Ça va se discuter lorsqu'il va y avoir des attentes pluriticulaires, on va discuter la biopsie peut-être des autres organes, mais pas du tout même du tronc. Et après le lavage, le but c'est d'éliminer les autres diagnostics, mais pas forcément de faire le diagnostic positif, c'est extrêmement difficile. Alors il y a les CD1A, il y a les chlorides comme on l'a discuté, mais on les trouve pas toujours en fait. Le lavage n'est pas toujours contributif. Le but c'est vraiment d'éliminer les autres diagnostics et d'être certain de ne pas passer à côté de quelque chose et de voir avec le sevrage tabagique comment le patient évolue.